Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Et surtout en cet été chaud. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée certes, mais sans cesse renouvelée. Bienvenue aujourd'hui sur les flots tumultueux du vaisseau amiral de la WWE. Welcome to Monday Nitro. Chers auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué, que dis-je ? Je suis votre chasseuse des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS ce Monday Night Raw, accueillons notre inénarrable Giscal. Salut mon Gigi. Salut peuple de catch-up, quel plaisir de retrouver ces introductions enflammées. Ça me met en joie tout ça pour analyser ce beau Raw avec toi. Exactement, un gros Monday Night Raw, puisque c'est tout simplement le Raw post-SummerSlam du 1er août 2022. On entre dans ce mois d'août 2022, cher peuple de catch-up, et ce Monday Night Raw, il va se passer à Houston, Texas, USA, dans le Toyota Center. C'est sold out. De toute façon, en ce moment, ils sont sold out partout. On a pu le voir à WrestleMania. Alors, peuple de catch-up, si vous avez écouté, et j'en suis sûr, vous l'avez écouté, la grosse analyse de SummerSlam est en ligne, où il n'y a pas moins de 6 chroniqueurs de la team catch-up qui sont succédés pour analyser mon beau Giscal, et tu y étais, cet énorme pay-per-view de l'été WWE. Moi, je suis parti, je crois, à avant-dernier match. Alors, je vais pas vous faire un récap. Je voulais juste donner mon avis sur le main event. J'avais donné ma note, j'avais donné un 4, et j'avais dit que je donnerais mon top flop pour cette review de Monday Night Raw. Donc tout ça sera simple, puisque mon flop il allait au match Liv Morgan versus Ronda Rousey, et vous savez à quel point ça brise mon cœur, car je suis un grand fanboy devant l'éternel de Ronda Rousey. Et évidemment mon top il allait, comme tout le monde je pense à peu près, au main event, un main event dantesque, assez fantastique. Comme je l'ai écrit dans le bon Discord de Catch-up, ces deux gars là, Brock Lesnar et Roman Reigns, et ils m'ont fait prolonger mon contrat d'amour avec le catch professionnel pour au moins jusqu'en 2071. C'était vraiment, c'était un match extraordinaire. Peut-être le number one de l'année pour l'instant en 2022. Alors c'est pas fini, hein. Il reste encore toute la saison été, automne, hiver là, fin d'été, automne, hiver. Donc j'espère qu'on va avoir droit à encore des grands matchs, que ça va pas s'arrêter là-dessus, mais que très franchement là, mon Giscal, ce match-là, c'était une tuerie absolue, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, c'était fantastique. J'invite tous les auditeurs à aller écouter notre marathon, en effet, comme tu l'as dit, de SummerSlam à 6, avec des hot tags, des arrivées surprises, des départs. C'était une émission, j'espère, à la hauteur de l'événement pour le peuple de catch-up, mais en tout cas, ouais, main event fantastique, pour redire peut-être rapidement ce que j'avais dit lors de la review, mais c'est ce qu'on attendait. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais voir. C'était, on a renoué avec ce que sont les racines les plus pures pour moi du catch et du sport entertainment. C'est la démesure, la folie, des mastodontes, des énormes, des mecs bigger than life qui s'envoient tout ce qu'ils peuvent s'envoyer dans la tronche, tout ce qu'il y a d'humainement possible pour notre bon plaisir, et c'était absolument dingo, irrespirable. On sort de ce match-là comme lessivé, comme on a rarement été, je pense. C'est un sentiment qu'on ne connaissait plus. Géliel en avait parlé lors de la review aussi. On a l'impression d'être propulsé presque 15-20 ans en arrière. C'est du catch à l'ancienne. C'est ça qu'on veut voir. No flips, just fist. Brock Lesnar et Roman Reigns incarnent ça parfaitement. Et ils nous ont offert le match que cette feud méritait, que ces 5-6 années de monopolisation totale de la scène du main event méritaient enfin. Voilà, on a eu le payoff. Roman Reigns entre dans la légende grâce à ce match, je pense. Oui. S'il ne l'était pas encore, en tout cas, il avait 9 orteils dedans. Maintenant, le 10e est définitivement dedans. Et c'est ce match-là, je pense, qui sera fondateur de sa légende à la WWE, et qui fera que maintenant, voilà, c'est lui. Il est incontournable. C'est le plus grand, c'est le plus fort, et c'était fantastique. On veut des main events de grands pay-per-view tout le temps comme ça.
Il a passé les 700 jours de règne, hein, notre ami Roman Reigns, quoi. C'est totalement monstrueux, hein, sur l'ère moderne du catch. On se rend même pas compte, je crois, à quel point la performance est fantastique. Je crois que j'en avais, si vous êtes un peuple de catch-up qui nous écoute de manière régulière à WrestleMania, j'avais expliqué que moi ça me dérangeait pas le fait que Reigns et Lesnar s'affrontent à nouveau. Et donc arriver à SummerSlam, ça me dérange toujours pas. Moi je prends un exemple, souvent c'est 2003 tout simplement, avec la rivalité entre Brock Lesnar et Kurt Angle. Et ben il s'était passé exactement la même chose. Je crois qu'ils s'étaient rencontrés 3 ou 4 fois dans l'année, dont à WrestleMania et à SummerSlam pour la revanche, quoi. Ils avaient un partout, finalement, ça avait fait. Et on était exactement comme ça. Moi, je crois qu'on en avait parlé ensemble jusqu'à lors du pré-show, il me semble. Mais sur le peu de temps que j'avais eu au pré-show, mais c'est que moi, en plus, moi j'aime bien les storylines au long cours. Donc, du coup, moi, je trouve que Brock Lesnar versus Roman Reigns, c'est une storyline qui s'inscrit sur la durée, qui s'inscrit sur une décennie presque. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire, justement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de plaintes là-dessus, que ça commence à couiner aussi du fait de la longueur du règne de Roman, mais au final, moi, sur tout ce que me propose la WWE et surtout avec cette apothéose qu'on a eu à SummerSlam, comme tu l'as dit, c'est très certainement le payoff, hein, mais je me dis que quelque part, cette rivalité elle est tellement énorme que peut-être dans un an ou deux, on sait pas, ça peut peut-être revenir, sachant qu'en plus, Brock Lesnar a déjà annoncé sa présence pour le pay-per-view, le premier pay-per-view de 2023, en l'occurrence, le Day One, tu vois. Donc Brocky, il a pas l'intention de lâcher l'affaire, il a pas l'intention d'arrêter, il a 44 ans, il m'a semblé en belle forme et pour moi, il est pas loin de recevoir mon Awards 2022 du meilleur catcheur de l'année. Donc avec Roman Reigns, ça va être compliqué, ou alors ça va être des co-vainqueurs, mais ça, tiens, on en reparlera de co-vainqueurs. Ça va être dur de les départager, tu vois. Voilà, ça va être dur. Mais c'est ça, ils en avaient parlé pendant le build-up, c'est les feutes de légende à la WWE, c'est celles qui se sont étalées sur des années et on a parlé, John Cena et Randy Orton, John Cena et CM Punk, The Rock et Hulk Hogan, ils en avaient parlé aussi. Il y a des rivalités comme ça qui sont rentrées dans la légende de par des matchs fondateurs et des étalements dans le temps qui ont fait que c'est le Nemesis, le face, le heel était devenu indissociable tellement c'était c'est cette rivalité qui prenait le pas sur tout, et Roman Reigns, Brock Lesnar, c'est devenu pour le 21e siècle en tout cas, pour cette décennie-là, c'est devenu ça. Et donc ça restera quoi qu'il arrive de toute façon dans les livres d'histoire maintenant quand on regardera, quand on réouvrira les archives de la WWE, les années 2010 et plus auront été marquées par cette rivalité absolument monstrueuse. Donc c'est super. Et tu sais, dans les highlights qu'on nous montre régulièrement de la WWE, on voit souvent les anciens trucs avec Kurt Angle qui balance des litres de lait sur le ring. De l'autre côté, t'as Stone Cold qui balance des litres de bière, qui arrive à Extreme Rules, le fameux saut d'un truc de chariste là de Daniel Bryan sur Kane. Enfin voilà, il y a des moments comme ça quoi, complètement fous où on appelle du gros matos. Et là, en l'occurrence, ils ont carrément été chercher la tractopelle. Je veux dire, ça c'était une idée de dingue. Il y a que dans le catch professionnel que tu vois ça quoi, et il y a qu'à la WWE que tu peux voir ça, qu'il y a les moyens de se permettre de faire ce genre de choses, et c'est totalement fantastique. Et moi le passage pour moi qui est tellement beau en plus dans cette rivalité, c'est que quand on arrive à ce moment là de SummerSlam, on est face à un Roman Reigns qui est au top de son apogée de sa carrière, en top heel, et en face, qui aurait dit en 2022 qu'on aurait un Brock Lesnar en mode cowboy, en mode totalement détendu, en mode happy avec le public, et je trouve que tout ça c'est symbolisé par une seule image, c'est cette image de Brock Lesnar debout sur le truc du tractopelle et qui lance le micro à Roman Reigns, qui lui jette un petit clin d'œil, tu vois, voilà, vraiment, et qui reprend le truc. Enfin, il y a un espèce de truc, à ce moment-là, tu dis, ouais, non, mais l'alchimie entre ces deux mecs, elle est énorme. J'imagine que quand ils préparent leur combat et leurs affrontements, etc., ça doit être assez extraordinaire. J'aimerais être petite souris, tu vois, pour être dans le locker room et assister au brief entre les deux, là, tu vois. Ça doit être fantastique, quoi. Deux powerhouse énormes comme ça, c'est juste fantastique, quoi. C'est le catch comme on l'aime. Ah, c'est ça, exactement. Maintenant, quand on me demandera quel est, tu vois, un mec qui connaît pas le catch, quand il me demandera maintenant de lui montrer pourquoi est-ce que je kiffe le catch, je pense que c'est devenu mon nouveau maître étalon. Je pense que je lui montrerai ce match. Au risque de paraître encore plus ridicule. Quel était ton ancien maître étalon?
Écoute, souvent quand je répondais à cette question-là, je parlais souvent pour d'autres raisons, je parlais souvent du match de Daniel Bryan à WrestleMania 30 parce que c'était un peu, c'était l'exemple parfait, je trouve, de la success story du babyface ultime, avec la pluie de confettis devant 70 000 personnes et tout. Je trouve que c'était fantastique. Mais j'avais pas forcément de maître étalon, de trucs un peu complètement grandiloquents, délirants, démesurés et tout comme ça. Parfois, si je pouvais sortir des Hell in a Cell ou des Steel Cage match, mais je trouve qu'il n'y avait pas cette démesure un peu folle propre au catch qui était parfaitement encapsulée dans ce match-là et qui fait que maintenant, je pense que ouais, je sortirais celui-ci du placard pour montrer à quel point je suis taré, je pense, à des gens qui connaissent pas le catch. Et moi, malgré mon grand âge, tu vois, un de mes matchs maître étalon, finalement, c'est un match qui a 10 ans en fait, et c'est un match où il y a Brock Lesnar qui est encore impliqué. C'est tout simplement le match entre Brock Lesnar et John Cena à Extreme Rules, qui est un match que je trouve totalement fantastique et que je cite souvent quoi quand on parle de catch, etc. C'est souvent un match qui vient à l'esprit parce que c'est pour moi un des plus grands matchs de John Cena et Brock Lesnar à une époque où il revenait à la WWE, qui était en mode monstre absolu, qui était un top heel. Alors là, pour le coup, vraiment tout à l'inverse de ce qu'il était ce week-end. Et pour moi, c'est un des grands matchs de Brock Lesnar et de John Cena, quoi. Qui eux aussi, on parlait de rivalité au long cours. Je pense aussi que John Cena et Brock auront eu toute cette génération 2002 finalement. Que quand tu les prends les uns après les autres, quoi, ils sont quand même tous inscrits. Randy Orton, Rey Mysterio, Brock Lesnar et compagnie, John Cena et tout. Ils sont tous inscrits quand même dans des grandes rivalités sur ces fameuses 20 dernières années. Ah, c'est indispensable. Enfin, c'est ça qui fait aussi les légendes. Il faut durer dans le temps comme ça. Donc, c'est la marque des grands. Exactement. Et ben écoutez, la marque des grands, on va voir tout de suite. Alors on s'est un petit peu enjaillé sur ce SummerSlam, mais parce qu'on avait encore des choses à vous dire, peuple de catch-up. Et là, je vous rassure, ça y est, on se dirige vers le show rouge, vers Monday Night Raw. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à Houston, au Texas, et ça commence de manière très classique pour un Monday Night Raw, puisque tout simplement, ça va débuter avec l'entrée de Becky Lynch. Alors une entrée assez soft, elle a le bras en écharpe et en attelle. On a su presque le lendemain d'ailleurs, hein, la WWE avait communiqué quasiment le lendemain là-dessus qu'elle était blessée de manière legit. Elle est annoncée pour certainement un arrêt, une convalescence de 3 à 5 mois, selon comment se passera la guérison. Mais elle est bien là, elle tient quand même à venir faire une dernière promo avant de partir en réhab, et elle nous explique que voilà, elle a voulu y aller à fond à SummerSlam, quoi, mais qu'elle s'est perdue. Elle a quand même eu une révélation, quoi. Elle a peut-être pas les vêtements, elle a peut-être pas besoin de la validation du public, de la gloire, de tout ce qu'elle. Mais elle, ce qu'elle représente, c'est la persistance, c'est la performance, la poursuite du meilleur de tout ce qu'elle n'a jamais été, et bla et bla et bla et bla. Mais elle nous dit un truc quand même sympa, c'est qu'elle nous dit qu'elle souhaite continuer à créer la meilleure division féminine de tous les temps. Et je pense qu'on n'en est pas loin parce que franchement, la division féminine à Raw, le roster est assez incroyable. On va en parler très bientôt. Et finalement, elle se dit que elle est définie par aucun titre. C'est elle qui définit le titre et elle souhaite dire tout ça directement à la lutteuse concernée, la championne de Monday Night Raw, en l'occurrence Bianca Belair, qui va arriver sous des chants EST dans tous les sens. Les deux femmes vont se faire un petit hug, une petite accolade. Becky Lynch s'en va saluer la ceinture ainsi que Bianca. Belair nous explique qu'elle a du respect pour Becky et que grâce à elle, elle peut porter son titre fièrement. Énorme pop du public texan. Là-dessus, les caméras vont se diriger en coulisses où on va voir qui. Écoutez, on va voir l'une des revenantes de SummerSlam, en l'occurrence Bayley, qui est en train d'attaquer Becky Lynch à coups de chaise, accompagnée de Dakota Kai et Io Sky, bien sûr. Bianca Belair va quitter le ring dardard, mais elle va arriver. Ce sera déjà trop tard. Ainsi commence ce Monday Night Raw à Houston, mon bon Giscal, et c'est les femmes qui sont à l'honneur. Et oui, à mon plus grand plaisir, contrairement à ce qui s'est passé depuis 2-3 mois, j'étais très content de voir les femmes ouvrir le show puisque il se passe des choses. C'est enfin, alléluia, la division féminine est en ébullition. Il était temps. Elle est sortie de son coma artificiel et donc ça fait plaisir de voir
la championne, Becky Lynch, des filles qui ont des choses, un programme qui sort juste du train-train habituel de j'ai la ceinture, qui va être ma nouvelle challengeuse. Ah cool, on se revoit dans 3 semaines et puis passage suivant. Donc là, on a cette faction qui a fait un grand splash à SummerSlam ce week-end. Qui va être très intéressante à suivre, indéniablement, avec trois profils très différents, dont en plus on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Je trouve une façon intelligente de les amener, puisqu'on va les découvrir, j'ai l'impression, un petit peu une par une, donc tranquillement, puisqu'il va falloir que le public les découvre. Hein. Ça va être quand même un petit peu un challenge. Hein. C'est vrai qu'il y a des détracteurs aussi qui avance le fait que, certes, pour les aficionados du catch féminin, pour les grands fans de NXT, de la scène indépendante, tout ça, bon, c'est des noms. Il faut quand même reconnaître que pour le grand public, ça reste des Io Sky et Dakota Kai, ça reste des inconnus relatives, hein, on va dire. Donc il va falloir prendre le temps de faire les choses bien. On va dans la bonne direction à mon sens. Cette intro était très cool. Je reviens rapidement peut-être sur la petite promo de Becky Lynch que j'ai trouvé assez sympa. C'était important, malgré le fait qu'elle ait été blessée, de venir prendre le temps quand même lundi de faire, d'asseoir, on va dire, son face turn, d'entériner un petit peu cette fin de chapitre, cette fin de rivalité qui avait été ponctuée à SummerSlam. Cette petite promo était bien, j'ai trouvé cet angle de écoutez, voilà, je me suis fourvoyé, j'étais aveuglé, mais ça y est, j'ai retrouvé la raison. Je trouvais cette promo était plus convaincante et un petit peu moins foutage de gueule qu'une promo très similaire qu'on a eue un petit peu plus tard dans l'émission, sur laquelle on reviendra aussi. Mais donc voilà, très bonne intro qui permet de replanter le nouveau décor. Parce que voilà, c'est un peu l'impression qu'on avait pendant tout le Raw, hein, c'était que on replante un nouveau décor avec des nouveaux acteurs, des nouveaux scénarios, des nouvelles histoires. Il y a vraiment un feeling de début de nouvelle saison qui se dégageait de ce Monday Night Raw, et cette intro en était, je trouve, une belle première illustration. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu justement ces sentiments post-SummerSlam, post-WrestleMania même, et qui devraient pourtant avoir lieu après ces grands pay-per-view, qu'on passe à autre chose. Et ce lundi, on avait vraiment l'impression qu'on passait à autre chose. The next era is beginning. On va revenir dessus de toute façon, hein, mais les filles, vraiment, le roster de Raw, là, me laisse pantois, comme diraient certains. Et vraiment, ça commence à envoyer bien. Et donc, un premier tabassage direct. En plus, voilà, le petit artifice scénaristique pour pouvoir évacuer tranquillement Becky Lynch et les laisser aller se reposer. Elle a bien mérité, hein. Elle bosse comme une dingue depuis son retour de sa grossesse, et elle aura vraiment fait. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir la photo du match où on voit son épaule déboîtée. C'est assez. Tu as eu l'occasion? Discord. Ah ouais. Ah, tu sais toi. Ouais. Ah, ça, je trouve que c'est toi qui l'avais mis sur le Discord. D'accord, oui. ok. Et franchement, c'est impressionnant. Donc respect, quoi. Elle a terminé le match comme ça, et c'est assez extraordinaire. Allez, la WWE va nous diffuser une petite vidéo rapide, hein, dans les retombées post SummerSlam concernant Logan Paul, qui va nous expliquer, hein, via Instagram, qu'il a adoré son expérience de SummerSlam, qui va recommencer, qui sait pas où, qui sait pas quand, qui sait pas comment, qui sait pas avec qui. Mais comme il a signé un contrat, on va lui produire d'autres matchs, et il en est très content, et il semble assez pressé de revenir tout de même, ce Logan Paul. Qu'aura fait une belle performance à SummerSlam également, lui, dans ce match face aux Miz. À ce moment-là, on va nous annoncer que Titre US va avoir droit, lors de ce Monday Night Raw, à un tournoi pour désigner ni plus ni moins le prochain challenger de Bobby Lashley, et on va attaquer direct, et à ma grande joie, on va avoir un United States #1 Contenders Triple Threat match. Et alors, la première satisfaction, je le dis tout de suite, que j'ai eue, c'est que je me suis dit, on arrête les fameux #1 Contenders match avec le champion dans le match, quoi. Oui. Voilà, on fait vraiment des vrais contenders, des vrais challengers qui s'affrontent entre eux pour savoir lequel aura le droit d'aller affronter le champion. Je t'avoue, mon bon Giscal, que moi ça fait tellement longtemps que je réclamais ça que je pensais que ça n'arriverait plus jamais. Mais ça y est, Triple H est à la créative, est à la création. On sait jamais, peut-être que ça a donné des idées. Et ce triple menace, il va tout simplement concerner Mustafa Ali, le Miz
et AJ Styles. Et je me dis, waouh, on va avoir un match de quasiment 9 minutes et on va avoir droit à quelques spots assez incroyables, quoi. Je pense entre autres au spot où Mustafa Ali va sauter du turnbuckle pour mettre un espèce de Hurricane Rana à Styles, et en plus tout ça exécuté avec une vitesse assez incroyable. Alors et bien sûr, Mustafa Ali, tu m'en diras ce que t'en as pensé, mais j'ai eu un peu du mal à déterminer son alignement, quoi. Mais le Miz, lui, par contre, il y a pas de problème, il reste heel, il continue à se faire bouer comme il faut par la foule. AJ Styles va avoir quand même l'occasion de terminer le match en portant un gros phénoménal forearm sur Ali, mais le Miz va lui tirer les pieds vers l'extérieur du ring. Styles va claquer du coup le Miz contre la table des commentateurs. Ali va le surprendre donc justement avec le diving tornado DDT. Voilà, ça c'était un spot. Alors là, un gros spot. Ali va en profiter, il va ramener le Miz sur le ring et il va essayer d'en terminer, mais le Miz va lui porter son skull crushing finale par surprise. Ali va réussir à se dégager au compte de deux. Le Miz va emmener Ali dans le coin, va commencer à vouloir le tataner, mais ce dernier va lui donner un super kick. Il va monter sur la 3e corde, porter un 450, mais à ce moment-là, AJ Styles va attraper Ali tout simplement en vol sur la fin du 450 splash pour le bloquer et va coller un Styles Clash pour la victoire sur un move vraiment visuellement super impressionnant. Victoire de AJ Styles. Alors on avait un petit peu couiné, mais c'est normal parce qu'on l'aime bien AJ de sa toute petite apparition à SummerSlam, mais là il a le droit à l'opener catchesque de Monday Night Raw et en plus il le gagne, mon Giscal. Donc le AJ Styles va tout simplement en finale du tournoi et ça sera pour un peu plus tard dans la soirée. Et oui, super entrée en matière catchesque dans cette émission. Je te rejoins. J'appelais depuis longtemps. Alors, je serais peut-être moins sévère sur le passé par rapport à la division masculine, parce que je trouve on avait de temps en temps quand même ces matchs de qualif, même si c'était quand même assez rare. Hein. C'est vrai qu'on avait souvent pour les tag teams d'ailleurs, souvent je trouve des matchs où pour le first contender il fallait battre le champion, donc en fait il fallait le battre 2 fois pour être champion. Ça je trouve ça ultra énervant et je comprends pas pourquoi ils font ça. Et donc en effet on est revenu à un mode de qualification plus classique avec presque une sorte de mini tournoi dans l'émission qui est assez cool. Donc c'est vrai que alors par contre c'est sûr que ça prend c'est complètement. C'est pas presque, c'est complètement, voilà, c'est ça. Il y avait des demi-finales en triple threat et une finale, voilà. Quoi. Donc c'est sûr que par contre ça prend du temps dans l'émission, donc ça veut dire que tu consacres un petit peu ton show à ça, mais bon écoute, pourquoi pas. Moi je suis d'accord de prendre du temps pour les ceintures secondaires et de justement de reconstruire un petit peu la mid-card, de remettre en avant quelques catcheurs un petit peu oubliés. Ça ne me dérange pas de temps en temps tant qu'on ne fait pas que ça. Ça c'est pareil, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais donc ce triple threat était ultra sympa à suivre. J'ai adoré notamment la prestation de AJ Styles qui je trouve était exceptionnelle, phénoménale comme souvent. Et Mustafa Ali un petit peu sorti du formol. C'est vrai que bon, tu savais pas trop. Bon, tu sentais qu'il était un petit peu là pour faire le nombre et que son alignement n'était pas très clair et que c'était pas forcément très très grave. Donc bon, c'est peut-être le seul point noir et encore hein, de ce match. Le truc, c'est qu'il faut bien remplir ses triple threats. Donc voilà, mais ça, je leur en veux pas. Que Mustafa Ali a fait plus que le job dans ce match. Je pense que Ali, on lui a demandé tout simplement d'être performant dans le ring là. Voilà, c'est ça. Écoute, et puis, écoute, il a fait largement le taf. C'était un match qui était très très sympa à suivre. Avec comme d'habitude, voilà, le Miz qui cabotinait, qui filoutait, qui a essayé de voler une victoire et c'est pas passé loin. Et le AJ Styles qui reprend coup depuis plusieurs semaines, j'ai trouvé. Ouais, donc du coup, victoire de AJ Styles qui se rend en finale. On aura après derrière quelques images consacrées à l'attaque sur Becky. Il y aura la commentateuse Sarah Schreiber qui va demander à Bayley pourquoi ils ont fait ça. Bien sûr, elle leur dit qu'ils comprendront bien que c'est pas spécialement envers Becky Lynch et Bianca Belair, ça les concerne elles. Là-dessus, on aura les Usos qui vont débarquer et qui vont nous annoncer eux qui vont affronter les Mysterio tout simplement pour le titre tag team Undisputed dès ce soir. Ils vont avoir une prono assez marrante.
contente, hein, parce qu'ils vont expliquer, on a battu encore les Street Profits, Roman Reigns a encore battu Brock Lesnar, et ce soir on va encore battre les Mysterio. Donc finalement eux-mêmes appuient sur la redondance de leur parcours et de leur règne. Donc je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Et après on va retourner dans le ring où là tout simplement on a Monday Night Rollins qui est là. Seth Rollins est dans le ring. Il nous parle que Riddle a eu quand même le courage de se présenter à SummerSlam, mais que cette fois c'est sa stupidité qui l'a emporté sur son courage, et que Riddle s'est fait bien déboîter. Il a tellement cherché à reproduire ce que faisait Randy Orton que maintenant voilà, lui aussi il est blessé tout comme son pote, et Rollins va nous dire le truc le plus important surtout, c'est qu'il va nous expliquer que dorénavant son attention est entièrement tournée vers Roman Reigns et le titre universel maintenant que Riddle est éliminé de la course. Là-dessus, la musique des Street Profits va interrompre Rollins. Alors, évidemment, ça va commencer à trash-talker un peu entre Ford en particulier et Rollins. Il leur dit ouais, ok. Rollins, il leur dit ouais, je sais, vous êtes poteau avec Riddle et tout ça, mais vous avez encore perdu à SummerSlam. Et c'est Rollins qui va leur dire mais vous êtes tellement mauvais en équipe que finalement, peut-être la meilleure des idées, ça serait peut-être de splitter, quoi. Et du coup, Angelo Dawkins va lui rappeler un petit peu l'histoire, va lui dire que voilà, ils sont tellement mauvais que il l'avait battu lui-même, Seth Rollins, pour remporter les titres par équipe contre lui et feu Buddy Murphy à la WWE. Ensuite, ils vont se moquer de lui pour avoir perdu contre Cody, alors que Cody était lui-même blessé au booby, comme dirait Montesford. Et Rollins, il dit qu'il en a marre, qu'il veut les affronter, même s'ils sont deux, lui il est tout seul, il y a pas de problème. Montesford, du coup, il fait venir un arbitre et je crois qu'il va vouloir choisir en fait qui c'est qui va affronter Rollins à pierre feuille ciseaux, à Shifumi, mais finalement ils vont embarquer l'arbitre sur le ring et c'est parti pour un single match entre Seth Rollins et Montez Ford. Alors là, on a quand même un match de 11 minutes avec deux mecs dans le ring qui sont quand même des très 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 grands professionnels. Et moi, j'étais plutôt quand même vachement content de voir cet affrontement. Alors les voir en solo. Bon, Montez Ford, personne, il y a surprise pour personne. On sait tous que Montez Ford, il est appelé à de grandes choses en tant que solo, quoi. Et ça va. Et je pense que là, ça va arriver de plus en plus. Là maintenant, si on le fait affronter quand même le worker des workers, en l'occurrence Seth Rollins, c'est qu'on a vraiment une grosse confiance du côté des officiels. Et Montez Ford a tout donné d'ailleurs dans ce match. Il va même porter un tornado DDT pour tenter le tomber à deux, mais Rollins va réussir à mettre son pied sur la corde pour casser le tombé. Ford, il va monter sur la troisième corde pour porter son splash, mais Rollins va l'en empêcher, va monter et va prendre Ford pour lui balancer sa buckle bomb là. Il enchaîne ensuite avec son Falcon Arrow, un de ses moves que j'adore. Ça fait partie des signatures moves des catcheurs. Des fois, de temps en temps, j'aimerais les voir gagner sur ces moves là. Oui. Et voilà, il ne gagne jamais sur ce fameux enchaînement Buckle Bomb Falcon Arrow Seth Rollins, et c'est dommage parce que c'est quand même un truc archi spectaculaire. Rollins va vouloir même tenter lui-même son propre frog splash, mais Ford va l'esquiver. Il va finalement remonter sur la troisième corde, porter son frog splash lui, mais Rollins va le contrer avec ses genoux et enchaîner avec le stomp pour la victoire donc de Seth Rollins en 11 minutes. Après le match, Rollins va vouloir porter un second stomp, mais ça va pas marcher parce qu'il y aura Angelo Dawkins, bien sûr, qui sera là pour faire le save. Victoire de Seth Rollins, Monday Night Rollins. Garde bien son surnom, mon cher Giscal. Ouais. Gros match encore. On peut pas dire qu'on n'est pas gâté sur cette première heure d'émission niveau catch. Énorme confrontation. Montez Ford en solo à qui on a offert 10 minutes avec ce qui se fait de mieux à la WWE actuellement entre les cordes pour briller. Et donc ça veut tout dire. Ce match. Ce match, cette opportunité et ce booking en dit très long sur la suite des événements, je pense. Mais en tout cas, on pourra pas dire que Montez Ford n'a pas saisi sa chance. J'ai trouvé qu'il avait été une nouvelle fois ultra efficace, très 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 impressionnant, et surtout en fait dans ces cas-là, il y a qu'à écouter le public en fait. C'est pas compliqué pour savoir si vous avez face à vous quelqu'un qui peut aller loin et qui percute. Écoutez la foule, et écoutez la foule sur les 3-4 dernières minutes du match, et vous comprendrez que Montez Ford, il se passe quelque chose avec lui indéniablement.
Indéniablement, le public adhère quand il monte sur la troisième corde pour faire son From the Heavens, là, comme ça, comme disent les commentateurs, on sent que la foule se lève. Donc non, on a envie d'en voir plus et en même temps, j'aime beaucoup les Street Profits, donc on se dirige sans doute vers des semaines de tiraillement un petit peu et ça va être assez drôle à suivre. Les graines ont été plantées à SummerSlam avec un Montez-Ford qui était ultra frustré et qui a à la fois laissé son coéquipier prendre le tombé et en même temps on sentait qu'il lui en voulait un petit peu et qu'il était au four et au moulin à SummerSlam. Donc il y a quelque chose à raconter là-dessus. Là, ils ont joué la carte de pas de souci avec une pique assez subtile de Seth Rollins, mais pas de souci, on s'entend bien. Regarde, on rigole, on fait des blagues ensemble, on fait des Shifumi. Mais Montez-Ford qui triche au Shifumi pour aller voler la vedette un petit peu parce que tu sens qu'il a soif de spotlight, il a soif de gloire un petit peu ce mec-là, plus que Dawkins qui est plus discret dans son personnage. Donc je trouve que la dynamique entre les deux est plutôt bien écrite, plutôt bien amenée. C'est fin sans être non plus ultra subtil. Faut pas être un génie pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais voilà, c'est quand même suffisamment fin, je trouve, pour être agréable à regarder. On se moque pas de notre intelligence, on va dire. Donc tout ça est très organique pour le moment. J'aime bien comment ça se déroule. J'aime bien aussi le fait qu'on n'ait pas non plus donné une victoire à Montez-Ford face à Seth Rollins, qui est quand même largement plus haut que lui dans la chaîne alimentaire, mais on l'a montré quand même super dominant et ça c'était très bon. Donc que ce soit de la promo des deux avec Seth Rollins au match, au résultat et à la suite, je suis très enthousiasmé par ce qui peut se passer pour les Street Profits là dans les prochaines semaines. Suivre avec attention. Allez, on enchaîne avec un autre single match, mais cette fois dans la division féminine, puisqu'on nous annonce tout simplement un Asuka versus Alexa Bliss, qui sur le papier peut paraître pas trop mal quand même, quoi. Là, on a quand même deux anciennes championnes du monde présentes, mais c'est un match qui n'aura jamais véritablement le temps de s'installer, puisqu'il ne va durer que 2 minutes avant que les deux lutteuses se fassent attaquer par Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Bianca Belair va venir faire le save, va venir intervenir aussi vite qu'elle peut avant que le clan Bayley ne puisse utiliser une chaise entre autres contre Bliss ou Asuka. Bianca va prendre le micro et va dire que ce soir elle affrontera n'importe laquelle d'entre elles. Moi je vous prends quand vous voulez. Et finalement la WWE a officialisé le match entre Bianca Belair et Io Sky. Et là, sur le coup, je m'attends presque à ce que ça parte. Et en fait, non, pas du tout, parce que là, la WWE va pas décider de nous faire un truc tag team playa baby et on enchaîne avec le 3 contre 3 ou quoi que ce soit. Non, en fait, on nous annonce un 1 contre 1 et qui aura lieu un peu après. Donc voilà, un petit bouleversement d'habitude aussi, mon Giscal, là-dessus, quoi. Ouais, un petit bouleversement, à savoir que on n'embraye pas sur un tag team match. Direct, il y a une intervention, le match est arrêté et c'est vrai que c'est plutôt original d'une certaine manière. On n'a pas le run-in et d'entrée de jeu un tag team. J'ai trouvé que cette façon de régler les choses avec une championne qui avait très envie d'en découdre et très fière et qui disait non moi je veux un 1 contre 1 contre l'une d'entre vous. J'ai trouvé ça assez cool de la part de Bianca, qui prend un petit peu en épaisseur, qui montre les muscles. Donc j'ai trouvé ça assez sympa et puis d'un autre côté les heels qui se débinent un petit peu parce qu'elles sont heels, donc elles partent dans la foule parce qu'elles sentent que l'opportunité est passée, mais en même temps elles se débinent pas complètement. Tu sens qu'elles ont elles aussi elles ont le couteau entre les dents parce que tout de suite Io Sky qui se propose, qui dit tiens pas de problème, je relève le défi et on va se foutre sur la gueule. Donc un petit enchaînement qui est un petit peu plus dans la veine de ce qu'on a habituellement pour des segments masculins, quoi. Et ça me plaît parce que d'habitude les filles n'ont pas du tout le droit à ce type de développement un petit peu scénaristique. Et c'est quelque chose que tu vois, j'ai beau je fais je suis quand même honnête, j'ai beau dire le catch féminin c'est pas mon truc et tout, généralement les critiques que je porte sur les segments féminins, c'est souvent que ils sont pas du tout traités de la même manière que les segments masculins, à savoir que
Bah en fait, on pose le segment et il n'y a pas forcément ni de début ni de fin. Il est là et il a pas de place dans l'émission. Il a pas de continuité, on va dire derrière. Et là, c'est tout l'inverse. Là, on a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le show. C'est un chapitre d'une histoire qui se raconte pendant toute l'émission. Et ça, je dis pas que c'est du jamais vu, mais c'est sur les derniers mois, c'est plus qu'inédit. Donc j'ai bien aimé cette petite dynamique, c'est-à-dire que ça n'a pas pris beaucoup de temps et hop, on boucle quelque chose un petit peu plus tard dans l'émission. Donc ça nous garde en haleine, ça continue à présenter un petit peu les forces en présence. On est passé d'un début d'émission où c'était Becky Lynch et Bianca avec l'attaque des trois à maintenant on a switché tranquillement vers Asuka, Alexa Bliss, Bianca versus les trois et donc on va voir comment tout ça continue dans l'émission. Ce segment, donc, du coup, on retourne dans le tournoi de ce lundi soir avec le United States #1 Contenders Triple Threat Match. Et cette fois, c'est entre Ciampa, Dolph Ziggler et Chad Gable. Alors on a à nouveau finalement une version avec deux heels et un babyface puisque Dolph Ziggler est devenu babyface il y a très peu finalement. Et bien sûr, alors là dans ce match, Gable et Ciampa vont complètement, parce que pour le Miz et Mustafa Ali c'était un peu plus compliqué, mais pour Gable et Ciampa qui sont dans des alignements clairs et nets, ils vont se liguer immédiatement contre Ziggler et ça va durer quasiment tout le match et ça va donner des super interactions. D'ailleurs, Gable prendra aussi le micro un peu avant le début du match, quoi. Et on va avoir un match quasiment dans presque les mêmes temps, quoi, 10 minutes 30, 11 minutes. Pareil, donc vers la fin du combat, c'est Gable et Ciampa qui finalement se retrouvent pour se friter. Gable va porter une grosse rolling German suplex qui va être accompagnée d'un zigzag du Dolph Ziggler, mais Gable va réussir à se dégager pour le compte de deux. Ziggler, il va tenter un petit roll-up sur Ciampa, mais celui-ci va réussir à se dégager également. Ensuite, on va avoir droit à le super kick classique de Ciampa à la Shawn Michaels. Gable va réussir à dégager Dolphy du ring pour capitaliser sur la manœuvre en filou, mais rien ne va y faire. Gable finalement va tenter le roll-up sur Ciampa, mais Ciampa va réussir à se libérer et va porter son Fairy Tale Ending pour la victoire. 1, 2, 3. Grosse victoire, grosse première victoire, j'ai envie de dire, de Ciampa dans le main roster, qui va donc affronter un peu plus tard AJ Styles pour déterminer dans cette finale qui sera le #1 contender à Bobby Lashley, le champion US. Voilà Mogiscal, c'est Ciampa qui a la main. C'est ça, c'est Ciampa qui a la main. Quel comeback de Ciampa qui ne faisait rien depuis plusieurs semaines et qui d'un seul coup se retrouve avec une opportunité peut-être d'aller défier le Bobinator. Donc sacré événement pour Ciampa. Non, écoute, triple threat très sympa, un petit peu en dessous du premier peut-être, mais peut-être aussi avec la line-up en présence qui était, je trouve qu'il y avait une moins grande diversité de profils dans ce match, c'est-à-dire qu'on avait trois gars plutôt techniciens dans le ring, donc assez similaires dans le style, hormis les alignements. Alors que c'est vrai que dans le premier, on avait le high flyer et puis le vétéran technique face et puis le vétéran heel filou. Là, on n'avait pas cette diversité de profils qui fait qu'on a eu un match qui était d'une certaine manière plaisant aussi parce que différent, mais bon peut-être un petit peu moins à mon goût. En tout cas, voilà, Dolph Ziggler a fait le boulot comme souvent qui est de bumper comme un dieu pour les deux autres. Chad Gable, je l'ai trouvé super intense. Ça faisait plaisir de le revoir dans un match un peu sérieux, loin de Otis. Je l'ai trouvé pas dégueu du tout. Chad Gable, de toute façon, c'est un super catcheur, donc il y a pas de souci là-dessus. Et puis donc cette victoire de Ciampa. Qui est une surprise sans l'être, parce que bon bah voilà, ils avaient mis le doigt dessus un petit peu quand on a vu AJ Styles gagner dans le premier et ce qui s'était passé à SummerSlam, on se doutait un petit peu, mais ça reste quand même une surprise dans les faits. Ciampa revient un petit peu des tréfonds de la carte, donc affaire à suivre, mais cool, voilà, ce petit tournoi qui continue de bien structurer Raw. Ouais, il y a eu beaucoup de choses sur Ciampa qui sont sorties pareil depuis le Monday Night Raw de lundi soir. Il semblerait que les officiels sont vachement satisfaits de lui. Alors on n'est pas tellement étonné parce qu'il c'était un des chouchous de Triple H à NXT. Moi, j'aimerais bien qu'il retrouve sa tenue de l'époque de NXT. Ça, déjà, ça serait cool. Et apparemment, on parle très très fort du retour de son theme song aussi qu'il avait à NXT. Moi, j'aime pas du tout son theme song. Bah écoute, apparemment, c'est très fadoche. Ouais, il serait dans les tiroirs de faire revenir celui qu'il avait à NXT, qui était que moi. Parce qu'il a un super petit tentron là, avec sa grosse barbe qui prend tout l'écran là, qui est très intimidante. Mais je trouve que
Je trouve que oui, il y a une dissonance entre son Titantron qui est vachement badass, très dark, et sa tenue fluo et sa musique un peu plate. Ouais, c'est vrai. En tout cas, le Ciampa, il file en finale. Après ça, on va revoir des images du retour de Edge à SummerSlam face au Judgment Day. Et là-dessus, la Red se dit, oh, Superstar va faire son entrée sur le ring avec son ancien theme song, lui. Et, un retour en arrière de tout ce qui a été fait depuis WrestleMania, mais allez, on y va. Et voilà, Edge va prendre le micro, va nous expliquer que bon, il s'est peut-être comporté un peu comme un connard ces derniers mois, mais il l'a fait un peu pour élever la nouvelle génération et leur faire profiter de toute son expérience de ses 30 ans de carrière. Mais pour lui, Damian Priest, Rhea Ripley et compagnie ont eu les yeux plus gros que le ventre et que ça a un peu obscurci leur jugement, qui pensaient déjà qu'ils avaient déjà tout appris de lui, mais voilà, il s'attendait certainement pas à ce qu'il le trahisse avec l'arrivée de Finn Balor. Mais c'est pas grave, Edge, il nous explique qu'il est grand temps de détruire tout ce qu'il a construit et qu'il va donc mettre fin au Judgment Day. Alors là, mon bon Giscal, j'ai un peu envie de te dire, c'est tout ça pour ça. Exactement, tout ça pour ça. Écoute, on ne saura jamais. C'est la beauté du catch aussi, de savoir qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui n'était pas prévu. Est-ce que le Judgment Day avait une trajectoire vers les étoiles et finalement ils ont débranché la prise avec en écartant Edge et puis en enterrant un petit peu les petits jeunes. On sait pas, mais en tout cas toujours est-il que oui, maintenant qu'on est face à ça, on est quand même en droit de se dire bah ouais, tout ça pour ça quoi. C'est-à-dire la grande annonce du Judgment Day, le changement de theme song, la gimmick, les grands discours, pour au final, au bout de 3 semaines, se faire zigouiller par ses sous-fifres et revenir comme si de rien n'était 2 mois plus tard. C'est un peu léger à mon goût. Alors si vous êtes des grands fans de Edge, eh ben écoutez, tant mieux pour vous. Je pense que vous devez être très content de voir The Rated R Superstar revenir tout fringant, tout beau gosse. Tout épilé là avec son nouveau t-shirt et son nouveau style, mais ouais, j'ai quand même eu l'impression qu'on se foutait un petit peu de notre gueule avec la promo, hein, parce que il a du talent Edge, il peut dire ce qu'il veut, il peut changer de gimmick à volonté. Là, le coup de c'est pour ça c'est un peu à ça que je faisais référence en intro, hein, parce qu'autant Becky Lynch qui disait bon bah voilà, écoute, je me suis un peu fourvoyé et tout. Là, c'était un peu facile, c'est-à-dire que on passait avec Becky Lynch, c'est-à-dire qu'on passe d'une personne qui était un petit peu sur un ego trip, emmené un petit peu aveuglé par la gloire, les paillettes, The Man, Big Time Bex et tout, et qui revient un petit peu sur terre et qui regagne le respect de son adversaire et tout. Là, on passe d'un mec qui avait quasiment changé de personnalité avec des pouvoirs démoniaques. Et qui voulait décapiter tout le roster et semer la terreur partout où il passait en mode cavalier de l'apocalypse, et hop, d'un seul coup il revient tout frais, les lumières sont allumées, et il te dit oh ouais, j'ai peut-être été un peu un connard, désolé. Ouais, bon, c'est un peu léger à mon goût, hein, c'est un peu foutage de gueule. Mais bon, écoute, ça en dit long, je pense, quand même un peu sur les plans du Judgment Day. Donc maintenant, bon bah voilà, le Judgment Day, c'était Edge, et donc bah Edge est de retour et va définitivement tuer le Judgment Day. Maintenant, il y a plus qu'à voir un petit peu comment il va le faire, mais je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Il faut pas s'attendre à des retournements de situation de fou, je pense. Ouais, moi je suis un peu embêté avec cette histoire. Alors je te rejoins sur le fait que ouais, j'ai trouvé relativement spectaculaire ce retour à SummerSlam. Tout ça c'était plutôt bien foutu, bien pensé. Autant là, la promo, moi j'ai pas trop accroché. Je trouve que ça a presque pas d'intérêt en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire revenir Edge et finalement le balancer dans une autre rivalité. Il y avait peut-être même presque plus besoin de venir sur le Judgment Day. Donc j'ai trouvé que c'était assez feignant en fait cette histoire là de promo de Edge. Je suis plus inquiet pour le Judgment Day, mais en fait je suis plus inquiet en l'occurrence pour les deux catcheurs masculins, parce que pour Rhea j'ai aucun souci. Rhea, demain le Judgment Day peut être arrêté, elle reviendra en solo dans la division féminine et avec fracas. Elle va renforcer une division féminine de Raw qui est déjà monstrueuse, donc j'ai pas d'inquiétude pour elle. Par contre pour Finn Balor et surtout pour Damian Priest, c'est ce qui m'ennuie le plus. Je suis un peu inquiet quoi. Alors Damian Priest avait fait une année 2021 extraordinaire. Il a fait une année 2022 pour l'instant à mon goût largement en demi-teinte, et cette extinction de Edge en tant que leader du Judgment Day pour moi a été une grosse connerie.
Il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, je m'étais fendu d'un gros pavé sur le Discord sur comment j'aurais booké le Judgment Day au moment où il était encore le leader. Et je m'attendais vraiment à un gros truc cette année, tu vois, avec le Judgment Day là, tout au long de l'année 2022. Et à partir du moment où il a splitté, etc., et que Finn Balor est arrivé, enfin bref, depuis je ne comprends plus où va ce clan. Et je pense qu'il va pas tarder à disparaître parce que en plus, pour revenir sur Rhea, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que ça leur picote le bout des doigts de bientôt faire revenir Rhea Ripley dans la division féminine parce que franchement elle est dans une telle shape, elle est tellement impressionnante que en 2 coups de cuillère à peau à mon avis tu rebalances Rhea dans la title picture, il y a pas de problème quoi. Non, c'est sûr, et je pense qu'en effet, c'est le plan à moyen terme, on va dire. Là, je pense qu'ils vont tuer le Judgment Day proprement, en quelque sorte. Hein. Ils l'avaient tué salement le jour où ils avaient envoyé Edge à l'infirmerie. C'était la vraie mort du Judgment Day. De toute façon, c'était ça. Hein. C'était quand Edge avait été remplacé par Finn Balor. Parce qu'au demeurant, c'était pas une mauvaise idée, hein, cette faction. Mais je pense que, je sais pas, ils y ont pas cru. Ils ont changé de plan. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais bon, bref. Toujours est-il que maintenant, on en est là. Donc bon, vu que Edge est revenu. Ça me choque pas qu'il retourne à la chasse du Judgment Day, mais justement, pour définitivement tuer le truc et d'une certaine manière, c'est lui qui l'a créé, donc c'est lui qui va le faire disparaître. J'accepte cet angle. Maintenant, voilà, j'espère que ça va pas non plus traîner 107 ans parce que je pense que ça va pas intéresser grand monde. Ce qui va intéresser la foule maintenant, c'est de revoir Edge à fond les ballons sur autre chose et de revoir peut-être, en effet, comme tu l'as dit, Rhea Ripley ailleurs que englué là-dedans. Et je partage ton avis. Je pense qu'en effet, c'est les deux, c'est Finn Balor et Damian Priest qui vont être un petit peu emmerdés dans cette histoire et qui repartiront sans doute. Finn Balor repartira comme avant le Judgment Day, à savoir il va rien faire. Il sortira de sa boîte de temps en temps pour faire un gros match face à un mec qu'on a envie de pusher. Et Damian Priest repartira vraiment peut-être loin dans la low-card et devra remonter tranquillement pour peut-être revenir vers le titre US à terme comme il l'avait eu il fut un temps. Mais c'est sûr que ça lui met un gros coup d'arrêt, je pense, cette histoire. Donc bon, on verra. Ouais. Allez, on retourne dans le ring pour le single match qui avait été booké un peu plus tôt, en l'occurrence le Io Sky versus Bianca Belair. Alors, c'est un non-title match, hein, c'est vraiment, et puis j'ai envie de dire, c'est la prise de contact entre les deux femmes, et c'est surtout les débuts de Io Sky dans le main roster, dans le plus gros et le plus vieux show weekly de l'histoire du catch. Et c'est un combat qui va envoyer du pâté parce que les filles, elles vont catcher pendant 17 minutes. Et sachant que, et bien sûr, autour, ça va bouger beaucoup puisque tout au long du combat, Bayley et Dakota Kai qui viendront aux abords du ring, Alexa Bliss et Asuka qui vont se joindre aussi. Donc tout le monde va se mettre là-dessus joyeusement, même sur la fin du match. En fait, ça va pas pouvoir se terminer alors qu'il y avait une belle démonstration entre les deux femmes parce que alors là on a une powerhouse parce que pour moi Bianca Belair a fait partie des powerhouse de la division féminine face à peut-être l'une des plus grandes techniciennes qu'il y ait eu à la WWE dans la division féminine. Donc gros régal, mais gros régal qui évidemment comme ça se passe mal aux abords du ring peut pas bien se terminer et ce match va se terminer en no contest puisque les 4 femmes vont monter sur le ring et vont commencer à se mettre dessus joyeusement. C'est les officiels qui viendront sur le ring pour séparer toutes les femmes sur le ring. Je subodore que si Io Sky a été lancé comme ça direct, c'est qu'ils ont une grande confiance en elle et Triple H et Shawn Michaels étaient des fans affichés de Io Shirai du temps de NXT. Donc je crois que là, on a installé la japonaise dans le main roster et en tout cas de mon côté, ça a bien marché. Est-ce que ça a marché sur toi, mon Giscal ? Écoute, oui, globalement oui, ce sera pas un oui franc et massif, mais c'était plaisant. C'est-à-dire que c'est rare, un match de plus d'un quart d'heure en weekly féminin qui ne m'ennuie pas, donc c'est vrai que c'était très plaisant à suivre. J'ai apprécié de découvrir Io Sky et c'était d'ailleurs tout l'enjeu de ce match, concrètement, et c'est ça que je trouve assez intelligent dans la façon dont ils ont amené le clan cette semaine. C'est-à-dire qu'on a eu la présentation de à quel point elles étaient dangereuses à 3
dans les coulisses, et maintenant il était temps aussi de présenter les membres une à une, et surtout les 2 membres mineurs entre guillemets de la faction, parce que Bayley on la connaît déjà. Donc je pense que prendre le temps de faire un vrai match solo pour Io Sky, c'était intéressant. Si on suit la même logique, il y a fort à parier que Dakota Sky oh là, Dakota Sky, pardon. Dakota Kai est sans doute un match solo la semaine prochaine. Tu vois, par exemple, on peut imaginer Dakota Kai contre Asuka ou c'est assez facile à booker parce que voilà, il va falloir prendre le temps de les présenter un petit peu. Et donc c'était le cas. Donc gros match, très très sympa avec l'inévitable DQ, mais ils leur ont bien laissé le temps de catcher quand même avant. Donc ça, c'était appréciable. Et cette DQ qui arrive, et donc le gros bordel et tout, très efficace, segment assez impactant. Donc c'était très cool. Et peut-être le seul truc qui m'avait gêné, on en a parlé sur le Discord, c'est peut-être un peu voilà, justement je dis ce match avait pour vocation de présenter Io Sky. Je pense qu'ils auraient peut-être pu mieux la présenter, notamment un petit peu dans l'esthétique du personnage. Moi, j'y attache pas mal d'importance. Je sais que toi aussi, et je pense qu'ils auraient gagné à ne pas lui filer un look un petit peu générique. J'ai pas trop aimé sa tenue qui tranchait complètement. Tu vois, on en a parlé avec Tommaso Ciampa. Son entrée, elle est assez dingo. Moi, je trouve qu'elle a une des meilleures entrées chez les filles. Io Sky, très dark, très inédite, dangereuse. Enfin, ça, elle dégage un truc pendant son entrée qui est d'instable et qui est assez malaisant et qui disparaît complètement à partir du moment où la cloche sonne. Et elle a sa petite tenue un peu kawaii à la Kairi Sane. Et même au niveau de son catch, je trouve qu'elle aurait gagné peut-être à être un petit peu plus dark. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on retrouvera peut-être. Il est pas trop tard, mais j'espère qu'on retrouvera un peu plus son personnage NXT tout en cuir, très silent assassin, un peu à la Kill Bill là, je sais pas, mais qu'on a perdu ici. Je trouve que ça aurait été plus sympa, mais voilà. Ouais. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, oui, effectivement, Giscard et moi, nous avions eu l'occasion de discuter sur notre Discord. Venez nous rejoindre pour des discussions enflammées sur l'ignoble sport et où effectivement nous parlons d'esthétique et des costumes et des gears de nos catcheurs et catcheuses favoris. Et en l'occurrence, après Champagne, effectivement, c'est donc Io Sky qui a eu le droit à son jugement fashion. Et je suis exactement dans la même ligne que le Gigi, puisque moi-même, j'ai été très déçu en fait quand elle est arrivée sous le petit tentron. J'ai fait mais il est où son pantalon de cuir? Mais ou c'est non, c'est pas ma Io Sky ça. Et vraiment je me suis dit non, ils l'ont habillé en Asuka. Moi tu vois, c'est pas Kairi Sane. Ouais. Asuka, Kairi Sane, enfin ouais, mais moi j'ai pensé à Asuka. Je fais mais non, mais c'est pas ça. En plus elle est heel, donc son côté gothique cuir tout ça, il fallait le garder quoi. Et donc ça a été moi aussi ma déception. Par contre, moi j'ai trouvé que In-Ring elle délivre la marchandise là on a eu un gros match avec deux super catcheuses entre les cordes, en l'occurrence avec Bianca, parce que là Bianca de toute façon c'est la star féminine 2022, si c'est pas loin de celle de 2021 aussi, donc c'est assez incroyable. Je faisais un peu le compte avec ces 6 filles, à ça tu rajoutes Rhea et Becky, t'as déjà 8 filles là dans la division féminine qui sont quand même assez incroyables. C'est vraiment fantastique quoi. Donc non, moi j'ai été emballé quoi. Allez, on continue et ce n'est pas le main event de ce Monday Night Raw, c'est tout simplement le number one contenders match du tournoi de ce soir, qui doit donc s'affronter, comme on vous l'a dit plus tôt, Ciampa et AJ Styles. Alors là, affiche assez incroyable quoi. Je pense encore une fois, il y a quelques années, si on avait dit ça, je pense que beaucoup de gens y auraient pas cru. Mais si, ces deux gars-là vont finalement se retrouver, vont croiser le fer pendant 13 minutes 30, mon Giscal, ça va pas rigoler quoi. Et alors là, en plus, là on parlait d'alignement, les alignements sont totalement respectés. Hein. Les Texans sont à fond derrière AJ Styles. Notre ami Ciampa est boué à chaque offensive.
mais ça ne va pas l'empêcher de pas s'en laisser compter et ça va tabasser sévère pendant ces 13 minutes 30. Moi j'ai retrouvé pas mal de petits clins d'œil en fait de Ciampa justement sur ce qu'il faisait à NXT et en plus sur un gabarit comme AJ Styles qui fait fortement penser à ce que pouvait être un Gargano, même si AJ Styles est quand même plus épais. Ouais, plus costaud. Il est plus costaud, ouais. Mais si tu veux, en termes de voltige, AJ Styles, même en étant plus costaud, ça reste quand même un des maîtres en la matière. Non, mais Ciampa s'est lâché, on sentait qu'il a ressorti son moveset. Ouais. Ah non, mais il était à fond, quoi. Et donc sur la fin du combat, Ciampa il va chercher à porter son finish de la 3e corde, mais Styles va réussir à l'esquiver pour lui porter un Styles Clutch. On pensait qu'il allait gagner, mais le Miz, qui est aux abords du ring, va venir poser discrètement le pied de Ciampa, ou pas d'ailleurs, sur la première corde. Donc du coup, l'arbitre rejette le tombé. AJ Styles, il va aller cavaler après le Miz et il va l'éjecter au-delà des barrières d'insécurité. L'arbitre va commencer un décompte à l'extérieur. Ciampa va retourner sur le ring, mais AJ est bloqué par le Miz. L'arbitre qui voit pas que le Miz qui est caché derrière la barricade parce que là, l'arbitre avait oublié ses lunettes. Finalement, AJ Styles finit par se débarrasser du Miz in extremis. Ciampa va recevoir sur AJ Styles sur le ring avec un de ses coups de genou dont il a le secret, quoi, vraiment incroyable, quoi, et va enchaîner avec son Fairy Tales Ending pour la victoire. Grosse victoire de Ciampa, marquante pour la première fois dans le main roster, dans le show rouge, mon Giscal. On nous annonce que Ciampa fera face à Bobby Lashley dès la semaine prochaine. Bobby Lashley d'ailleurs, lui, et avec Kevin Patrick, quoi, il va parler de son futur challenger un peu. Il dit que Ciampa c'est un vrai bon roller, un vrai bagarreur, mais que bon, il va conserver le titre, il est monstrueux, il a humilié Theory à SummerSlam, il va donc avoir aucun problème à humilier Ciampa en le mettant dans son Hurt Lock, et on le croit sur le parole, le Bobby, mais il va falloir quand même, mon Giscal, qu'il fasse attention parce que Ciampa, il va pas être là pour déconner, je pense, la semaine prochaine pour ce match pour le titre US. Ouais, exactement. Gros match, très très sympa, sans doute mon match préféré du show d'ailleurs, et grosse confrontation. On est un petit peu dans la même confrontation la même configuration que Ford contre Rollins, à savoir avec des alignements inversés évidemment, mais c'est AJ Styles, c'est l'assurance tout risque, c'est comme Seth Rollins, tu mets n'importe qui face à lui et tu peux être sûr que de toute façon le gars, si tu leur donnes 15 minutes, il va ressortir bien plus grand qu'il n'est arrivé. Et c'est ce qui s'est passé pour Tommaso Ciampa. Il avait besoin, je pense, d'un match comme ça. Il avait déjà fait une super presta dans son triple threat. Et là, il a complètement assis son retour sur le devant de la scène. Alors attention, gardons la tête froide. Ça reste Tommaso Ciampa. Il était encore un nobody malgré tout le respect que j'ai pour lui. Il y a encore 2-3 semaines. Donc la route est encore longue et il est loin d'être dit qu'il gagnera la semaine prochaine le titre US. Mais c'est en fait c'est le genre d'émission, je trouve, qui démontre à quel point quand on se sort un peu les doigts et qu'on veut miser sur un mec et le reconstruire de manière express, c'est très facile en fait dans le catch. Les fans peuvent tout à fait avoir une mémoire de poisson rouge dans certains cas. 2 semaines de grosses promos avec des matchs de dingo et des victoires marquantes. Et hop, soudainement, on a un nouveau challenger sorti du chapeau qui paraît super dangereux et qui apporte un petit vent de fraîcheur. C'est exactement ce qui s'est passé. Il suffit de se donner les moyens. Alors certes, ils ont consacré toute une émission à ça, mais moi ça me déplaît pas dans des shows un petit peu de transition pour construire ce qui sera la mid-card, ce qui sera le roster des 6 prochains mois. Je trouve que c'est important de passer du temps comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Ciampa et c'est réussi. Il a eu deux victoires éclatantes, celle-ci qui était très très bien construite. Avec l'aide du Miz, j'ai trouvé que le jeu, la fin de match avait été vraiment très bien exécutée avec le Miz qui le sauve et ce décompte à l'extérieur, AJ Styles qui est quasiment compté à l'extérieur avec le Miz qui l'attrape par la jambe parce qu'il est caché au niveau du timekeeper. J'ai trouvé que c'était vraiment malin et d'ailleurs j'ai pensé que ça se finirait là-dessus. Et en fait, non, il quand même réussi à re-rentrer dans le ring pour se prendre le finisher de Ciampa, ce qui était beaucoup plus efficace visuellement pour Ciampa de gagner avec son finisher, ce qui était important, je pense. Donc tout ça était très bien fichu. Hâte de voir. On a d'ores et déjà un beau match booké pour le Raw de la semaine prochaine. Donc encore une fois, voilà, on pense un peu plus loin que le bout de notre nez.
Tout ça me plaît. Donc très bien. Voilà, bravo. Ouais, bravo, moi je suis surtout content, tu vois, du principe en fait d'avoir mis en lumière un peu le titre intermédiaire à Monday Night Ouais, tout à Raw, fait. d'avoir mis un tournoi, de la compétition pour déterminer un peu, pour faire venir un peu des mecs sur la carte et nous donner des matchs compétitifs. Donc ça, je trouve que c'était cool l'idée du tournoi. Moi, je milite très souvent pour ce genre de choses. En plus, je donne tout à l'honneur à Monday Night Raw de faire ça avec son titre US, parce que de l'autre côté, dans le show bleu, c'est la catastrophe industrielle pour moi avec le titre intercontinental, qui n'a pas été défendu au pay-per-view depuis 478 jours, hein, je tiens à le rappeler. Waouh. Série en cours, sachant que le prochain pay-per-view c'est Clash of the Castle et que ça se passe début septembre, donc voilà, donc c'est une grande tristesse. Donc moi je trouve que c'est très bien c'est un soir dans l'année, en tout cas c'est le premier soir dans l'année 2022 où on a comme ça un focus porté sur le titre intermédiaire, et je trouve que c'est une très bonne chose, sachant qu'en plus je trouve qu'il y a un magnifique champion en la personne de Bobby Lashley, donc ça donne de la compète et ça donne de l'intérêt. Bref, alors il n'y a pas d'histoire proprement parlée puisque les matchs ont été organisés. Voilà, on a mis Chad Gable, Ciampa, Ziggler, Mustafa Ali, Le Miz, etc. On a mis tout ce beau monde, mais on a décidé de les mettre dans du catch et pas dans des segments et pas dans des angles. Et donc on a décidé de nous donner du catch. Et ça, c'est important parce que mon bon Giscal là, depuis qu'on parle, en fait, on a eu une chier de match et on n'a pas eu de match à part le no contest Alexa Bliss Asuka. On a eu un match de 2 minutes 20. Là, on arrive sur le main event qui va être dantesque aussi en termes de timing. Et donc du coup là, on a eu, tu vois, on n'a pas eu de squash, on n'a pas eu des matchs de brick and On a quasiment rock, que des matchs d'un quart d'heure à chaque fois. Ouais. C'est assez incroyable, quoi. Et tout en commençant de manière assez classique avec cet opener avec les femmes, avec Becky et Bianca et tout ça. Donc finalement, en gardant la veine de certaines choses qui se faisaient dans les Monday Night Raw précédents, eh ben j'ai l'impression qu'on a juste décidé de saupoudrer de quelques minutes supplémentaires de catch in ring. Et ça, c'est pas fait pour me déplaire, quoi. Et là-dessus, eh ben, on arrive donc à notre main peuple de catch-up, et c'est un match pour le titre, en l'occurrence le Tag Team Championship Undisputed des Usos, et qui affrontent les Mysterios. Alors bon, ne nous demandez pas finalement pourquoi les Mysterios ont eu ce title shot. Je sais pas sur quelle base ça a été décidé, mais en tout cas ça a été décidé. Moi, ça ne pouvait que me faire plaisir d'avoir Rey dans le ring, parce que de toute façon je profite de chaque dernier instant avec lui, parce que je pense qu'on arrive de plus en plus vers le finish pour le plus grand luchador de tous les temps, et donc je continue à apprécier le truc. Alors on parlait avec le Giscal des timings de match. Bah écoutez, on va avoir droit à un vrai main event, quoi, un match de 16 minutes avec des Mysterios qui vont user de manœuvres aériennes pour essayer de mettre la pression aux Usos, avec un Dominic en mulet face à un Jay en mulet. Donc ça va nous donner la bataille des mulets, et finalement Dominic, je trouve, fait un meilleur match qu'à SummerSlam. Je l'ai trouvé meilleur. Je trouvais qu'il y avait une meilleure alchimie avec les Usos, mais les Usos qui sont peut-être ils sont pas loin d'être peut-être la plus grande équipe tag team de ce début de 21e siècle, en tout cas, quoi. Vraiment, pour moi, les Usos, ils sont arrivés à un tel level, là. Et puis avec, ils profitent aussi de la magnificence de Roman Reigns. Mais, à chaque fois qu'ils sont dans le ring, ils délivrent. Et ça va continuer, quoi. Donc, après une période de domination des Mysterio, ils vont tenter de porter un premier Wandy sur Rey, qui va se dégager, qui va porter finalement un Hurricane Rana à Jimmy. Jay va se retrouver en position de 619, et bien sûr, père et fils vont enchaîner le double 619. Alors ça fait donc un 1200, je suis pas bon en maths, 1238. Puis Dominique va porter un frog splash en l'honneur de Eddie Guerrero pour le compte de 2 seulement, parce que Jimmy va venir briser le tombé. Ray ensuite va aller se faire calmer, mais alors puissance 1000 par un super kick de Jey Uso bien spectaculaire et bien stiff. Dominique va en profiter pour lui porter un dive sur Jay après ce super kick. Il va monter sur la 3e corde, mais c'est Jimmy qui va venir l'attaquer et qui va lui porter une superplex. Dominique va réussir à le repousser, mais rien ne passe du côté des Rey Mysterio. Les Usos dominent. Finalement, Jay va réussir à faire un tag et ils vont réussir à venir coller un gros 1D sur Dominique, bien spectaculaire, pour la victoire. Les champions restent champions. La Bloodline continue à dominer de manière outrancière, mais le match va pas se terminer là-dessus, puisque le Judgment Day va venir se rappeler à notre bon souvenir et va venir attaquer les Mysterios.
tabassage de Dominic et de Ray Ray, bande de salauds. Et Edge va venir intervenir. Oui, il arrive pour détruire son ancien clan. Il va dégager Finn Balor et Damian Priest sur le ring. Alors, il va pas pouvoir s'occuper de Rhea parce que Rhea, elle aura un peu étranglé notre ami Dominic, mais après, elle en aura profité pour s'évacuer du côté de la table des commentateurs et du timekeeper. Bien joué, la Rhea qui va continuer à sourire tranquillement. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rhea, elle est pas inquiète, quoi qu'il se passe, elle est pas inquiète. Elle va continuer sa vie. Elle, je m'inquiète pas. De toute façon, moi aussi pour elle. Edge, il va vouloir porter un spear à Finn Balor, mais c'est Damian Priest qui va se faire pousser en fait. J'ai perdu son nom, j'en parlais à la seconde. Rhea qui va pousser en fait Dominic Mysterio, qui va prendre le spear à la place de Damian Priest, et c'est finalement le fils de Ray Ray qui va donc terminer dans le coltard après ce spear. Le show se termine avec un Ray Ray un peu inquiet quand même pour l'état de santé de son fils, quoi. Donc et c'est ainsi que se termine ce main event, le retour de Edge, mais c'est surtout, on gardera en mémoire que les Usos ont conservé leur titre, mon Giscal. Exactement. Écoute, beau main event de Weekly où ils ont pris le parti de mêler plusieurs choses dedans, histoire de remettre un petit peu. Je pense que la volonté c'était ça, hein, de remettre un petit peu l'histoire du Judgment Day. Sur le devant de la scène, parce qu'en se servant de ce spot de main event et en se servant de ce title shot, ça leur a permis de replacer la petite bisbille Edge Judgment Day en haut, on va dire, un petit peu de la chaîne alimentaire des feuds actuelle de la WWE. Donc écoute, pourquoi pas. Ce match, t'en as parlé au début, ça m'a pas trop choqué de voir les Mysterio avoir un title shot. J'aurais aimé. Ça c'est toujours un truc qui me manque un petit peu, je trouve, quand on attribue des title shots comme ça, c'est que c'est de pas laisser justement à l'appréciation du public et à l'appréciation des commentateurs comme nous de savoir si c'est justifié ou pas. Mais c'est de le dire à l'écran. Moi ça me choque pas, mais j'aurais bien aimé que Adam Pearce par exemple, juste peut-être sur un petit segment, dise écoutez les Mysterio, vous avez gagné 2 fois de suite contre le Judgment Day au Madison Square Garden il y a 10 jours et à SummerSlam, bravo les gars, ça mérite une récompense. Vous allez pouvoir affronter les champions ce soir qui veulent eux aussi passer à autre chose. Voilà, hein, tu peux prendre 2 minutes pour le faire en coulisses et ça justifie un petit peu plus le match. Je trouve que ça aurait pas été du luxe. Mais bon, toujours est-il qu'en tout cas, voilà, ça n'a pas été fait. Mais gros match, encore une fois, bluffé moi par ton bon vieux Ray Ray. Je trouve que il est toujours aussi impressionnant, même dans des matchs de 15 minutes comme ça. C'est ça qui est fou. Il a encore été très très haut niveau. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Dominic a été mieux dans son catch, mieux dans son match, peut-être mieux encadré par son père, je sais pas, mais en tout cas c'était la dynamique était meilleure. Les Usos toujours aussi efficaces. J'ai trouvé que le finish était pas dégueu, c'est-à-dire que je dis pas qu'on a cru à une prise de titre, mais il y a eu un petit frémissement sur la fin, c'était plutôt bien fichu. Et puis ce run-in inévitable. Donc voilà, une façon de terminer le show, et puis avec ce spear hein, sur Dominic qui en plus de placer la feud un petit peu sur le spot du main event qui est important. On a décidé manifestement de la complexifier un tout petit peu. Ce ne sera peut-être pas juste une mort clinique programmée du Judgment Day avec Edge qui va les ratatiner un par un. Il va peut-être falloir continuer à conserver les Mysterios dans la picture, parce que comment est-ce que Ray va réagir à ça il va falloir suivre. C'est un petit rebondissement auquel je ne m'attendais pas, et à voir comment ils l'écrivent. Je dis pas que ça me fait frémir d'excitation, mais c'est un nouvel effort dans la bonne direction, on va dire, pour continuer à raconter un petit peu des choses un petit peu plus travaillées, tout ça. Donc je prends ce qu'on m'offre en ce moment. Bien écoute, je le prends aussi parce que pour un Raw post SummerSlam, on termine quand même avec une défense de titre, avec une légende au milieu du ring, avec la plus grande tag team de l'histoire récente de la WWE, un jeune qui apprend, tout ça, moi ça passe bien. Alors
pour défendre un peu Monday Night Raw, depuis le début de l'année, Monday Night Raw a très souvent proposé des main events entre 15 et 20 minutes de catch. Ça, c'est pas quelque chose de tout récent là. Hein. Il a pas fallu l'arrivée de Triple H pour ça. Je voudrais pas qu'on oublie. Moi, j'ai plusieurs matchs en tête comme ça depuis le début de l'année sur des Monday Night Raw. Où on a eu vraiment des gros main events. Donc ça, pour moi, c'est pas forcément le truc le plus extraordinaire, quoi. Mais effectivement, je ne peux qu'aller dans ton sens quand tu dis que c'est surtout voir un Rey Mysterio à l'âge qu'il a, quoi, délivrer la marchandise sur le show rouge comme ça dans le main event. Moi, quoi, ça fait que plaisir à mon petit cœur, quoi. Et donc c'est formidable. On notera que dans ce Monday Night Raw, on n'aura pas vu une seule seconde consacrée au 24/7. Qu'il y aura plusieurs catcheurs aussi qui auront été assez, pas assez, mais complètement invisibles. En l'occurrence, je sais pas, Owens, Ezekiel, Omos, des gens comme ça. Sur lequel je m'étais fait la réflexion aussi, un truc qu'on n'a pas du tout vu, qui n'a pas du tout été évoqué. Alors, qui n'a pas du tout été évoqué, j'ai envie, c'est de dire le titre suprême. On a eu droit à une vidéo, évidemment une assez longue vidéo sur ce qui s'était passé pendant le match de SummerSlam. Mais bien sûr, peuple de catch-up, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le show, n'y allez pas pour ça. Ça, c'est sûr, le titre suprême n'était pas là, était absent de ce Monday Night Raw. Mais le focus a été largement mis sur le titre US, sur les femmes et sur ce finish, sur le titre tag team. Et ça va nous permettre d'aller vers notre top, notre flop et notre note. Et c'est le bon Gigi qui va s'y coller. Alors, écoute, je vais commencer par ma note. Je vais mettre une très bonne note à ce Raw qui m'a vraiment enthousiasmé. Je vais lui mettre un 4,25. Je pense que j'ai pas mis une aussi bonne note depuis très longtemps à Raw. C'était un très bon épisode. Je me suis pas, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un Raw de bout en bout sans zapper un seul segment, qui plus est les segments féminins. Je te coupe juste parce que j'ai eu l'illumination. Si, je sais, ce qui manque, celui qu'on n'a pas vu aussi, qui était invisible, c'est Theory. Ah oui, Theory, c'est vrai, n'était pas là, tu as raison. Eh ouais, Theory n'a pas, même pas une petite vidéo, rien du tout, à part qu'on le voit apparaître dans le highlights du main event de SummerSlam, mais c'est le seul moment où il est évoqué. C'est vrai il a fait profil bas ce lundi, tu as raison. J'avais même pas fait attention, tiens. Mais en tout cas voilà, c'était une émission qui était pour moi concentrée sur ce que doit être un weekly, à savoir raconter des histoires, construire des rivalités, développer des personnages. C'était quelque chose qui manquait, je trouve, cruellement depuis un moment, d'avoir des matchs un petit peu bookés au shaker où tu voyais, tiens, voilà, vous deux, allez-y, vous avez rien à faire, sortez, allez faire un match. Il y a pas eu de bullshit, pas eu de 24/7, pas eu de trucs de gag et tout. Alors attention, c'est important aussi d'avoir un petit peu de comédie, un petit peu de légèreté dans les émissions de catch, mais voilà, ils ont pris le parti sur ce Monday Night Raw de faire un Raw qui était très focus pour moi, qui était très focus nouvelle ère un petit peu, dans le sens où SummerSlam avait clos pas mal même quasiment toutes les rivalités, hein, c'était assez inédit, hein, tous les matchs. Je pense que c'était d'ailleurs moi ce qui m'a fait particulièrement apprécier SummerSlam, c'est que c'était un pay-per-view qui a quasiment terminé toutes les rivalités qui étaient sur la carte. Et donc forcément, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc on était sur un feeling un petit peu de road transition, concentré sur la mid-card, reconstruire la scène féminine, reconstruire la scène US, reconstruire peut-être pourquoi pas une nouvelle histoire autour de Montez Ford et d'Angelo Dawkins. Le Judgment Day part sur une nouvelle piste. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettaient en place. Chaque segment avait une raison d'être. Et était inscrit dans une vraie logique de raconter quelque chose, soit pendant l'émission, soit pour les semaines à venir. Et rien que pour ça, en fait, ça méritait déjà plus que 4. Donc j'ai trouvé ce show très plaisant. Mon top, il ira. Écoute, j'ai envie de le donner à AJ Styles cette semaine. Il y a beaucoup de tops possibles. Hein. C'était vraiment très sympa. Mais AJ Styles tout particulièrement, je l'ai trouvé super impressionnant, que ce soit dans son triple threat ou dans son match où il a fait briller Tommaso Ciampa. Il a remis l'église un petit peu au milieu du village en quelque sorte. AJ Styles, il était un petit peu oublié depuis un moment, on s'en servait plus trop. Certains ont regretté qu'il ait qu'une petite apparition à SummerSlam. Il avait été perdu un petit peu en équipe avec Omos, puis après il se passait plus grand chose pour lui. Là, je trouve que en 2 matchs, en 30 minutes de catch quasiment, parce qu'il a eu 2 matchs d'1 quart d'heure,
Il a remontré à quel point il était phénoménal et qu'il était, il était vraiment un des top guys du roster. Donc je vais lui donner mon top cette semaine à AJ Styles, mais il y en avait potentiellement beaucoup d'autres. Et le flop, en fait le flop c'est très compliqué parce que ça revient à ma conclusion sur la note. Comme j'ai trouvé que tous les segments avaient vraiment une raison d'être et avaient une vraie volonté de raconter des choses. Je peux donner mon flop à la limite que à quelque chose peut-être où j'ai pas trop aimé l'histoire et à ce moment-là je le donnerais peut-être à la promo de Edge que j'ai trouvé extrêmement légère, borderline un peu foutage de gueule et voilà, sans revenir sur ce qu'on a déjà dit, tout ça pour ça. Bon, écoute, à voir parce que le main event nous redirige vers une nouvelle piste, donc on va voir. Mais en tout cas, cette promo d'Edge, j'ai trouvé un peu légère. La note? Ma note 4,25, je l'ai dit au début. 4,25, excuse-moi, 4,25. 4,25, super haut, super. Une belle note, super haut, une belle note, ouais. Eh ben, écoute, moi, mon top, ça va être, alors, comme c'est un truc à l'antenne de catch-up, j'en parle depuis je sais pas combien de temps sur l'histoire de mettre des tournois et des machins, etc. Pour qu'enfin ils le fassent le 1er août 2022, eh ben écoute, je ne peux être que ravi par ça. Donc mon top va aller au traitement du titre US et de cette organisation de ce tournoi avec ces demi-finales triple menace et ce 1 contre 1 en finale. Je trouve que c'était parfait, c'est simple comme bonjour, il n'y a pas besoin de se creuser la tête, pas possible, pour faire des trucs compétitifs. Et on nous a du coup délivré 3 bons matchs au cours de ce Monday Night Raw, c'est pas rien. Et donc vraiment sans problème, je donne mon top à ça. Mon flop, je suis pas loin de te rejoindre, hein, parce que mon flop, il est pas loin d'aller à la promo de Edge aussi. Je cherchais finalement, j'hésitais entre la promo de Edge et la tenue de Yoshirai, tu vois, et de Yoskai, pardon. Ouais. Du coup, je vais la donner quand même à Edge, quoi, parce que moi, j'avoue que ça m'a laissé assez perplexe cette promo, et je pense que au-delà du flop qui va vers Edge, en fait, c'est surtout qui va à l'ensemble de cette storyline et de ce crash qu'ils ont au niveau du Judgment Day, là. Moi, je comprends pas ce qui a été fait à ce niveau-là. Donc là, je crois qu'ils sont en fait un petit peu en train d'essayer de se rattraper aux branches et qu'ils vont essayer d'évacuer cette histoire de Judgment Day très rapidement. Donc on verra la suite au prochain numéro, comme dirait l'autre. Et ma note, ça va être, c'est un très bon Raw. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout lié au fait, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Raw, voilà, l'arrivée, le départ de Vince, l'arrivée de Triple H, etc. Non, parce que j'ai souvent, depuis le début de l'année 2022, je dis souvent que Raw est supérieur à SmackDown. Et j'ai donné à plusieurs occasions des très bonnes notes à Monday Night Raw, et je vais à nouveau donner une très bonne note, puisque moi je vais donner un 4. Et voilà, c'était un très bon Raw. Moi, j'étais entertainé, j'étais très content d'avoir beaucoup de catch. C'était super cool. Je trouve que ça fait passer le show quand même beaucoup plus vite. Qu'il y a certains artifices quand ils sont pas là, ça pose pas de problème, hein, comme on l'a dit avec le 24/7 par exemple. Peut-être un petit peu dommageable quand même. Moi, théorie quand même, j'aurais bien aimé le voir. Et puis alors. Ouais, voilà. Mais je trouvais qu'il y avait du rythme, qu'il y avait de l'intensité, et c'était cool, plein de catch, et le show est passé super vite, donc c'était super agréable. Mais on pense pas tous comme ça, peuple catch-up dans la team, parce que moi j'en connais un qui était pas content et qui s'appelle le Papy Anti-Atemi. Et le Papy Anti-Atemi, écoutez, je vais vous lire avec plaisir son avis, puisque lui, de son côté, il est globalement déçu. Quelques trucs se sont améliorés, mais pour le reste, on aurait cru un mauvais épisode de NXT. Ouch! Top! Les filles qui reviennent sur le devant de la scène emmenées par des main eventeuses et un peu de sang frais. Faudra pas oublier les autres en route, mais au moins ça occupe du monde. Son flop, c'est quoi ce Raw de crevettes là, bordel? Alors là, dès que j'ai lu ça, j'ai tout de suite compris pourquoi Papy disait ça, parce que je comprends. Le mec le plus gaulé du show, c'était AJ Styles, quoi. Note 2,75, donc une note à peine au-dessus de la moyenne, peuple de catch-up. C'était regardable, et les filles remontent le tout, mais attention, tonton Triple H, t'as déjà tué NXT, faudrait pas faire rebelote avec les vrais shows. Ils étaient où les Otis, les Lashley & Co? Déjà, Omos, Veer, Ezekiel et Owens avaient disparu, mais bon, c'était pas forcément que des grosses pertes. Mais là, franchement, après un main event de Titan Reigns Lesnar, on sort toute la low-card. Gros carton jaune, signé Papy Anti-Atemi. Alors, moi, je sais pas, Giscard, tu auras peut-être un mot à dire là-dessus, mais il y a des arguments que je comprends très bien auprès de Papy. Tout à fait. Par exemple, l'argument du manque de powerhouse. Oui,
Je suis d'accord avec lui. Il le sait très bien d'ailleurs. La Big League, c'est bien la Big League justement parce que c'est certainement, c'est pas certainement, c'est la fédération qui propose le plus de grands gabarits bigger than life. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, sur ce lundi, il y en avait pas spécialement. Et deuxième point, avant de te laisser la parole, Giscal, c'est là où je suis pour le coup pas trop d'accord avec lui, c'est quand il explique qu'il a déjà tué NXT. Ça, il y aurait de quoi largement débattre parce que ça mériterait un comptoir quasiment parce que Triple H à ce moment-là, il a eu des problèmes de santé sur la fin de la brande noire et jaune. Pritchard, Nick Khan et Vince avaient l'intention de transformer NXT. Alors je dis pas que Triple H a pas donné son accord pour ça, mais le NXT de Triple H c'était quand même le NXT qu'on aimait avec les takeovers de fous malades. Donc je suis pas sûr quand même. Moi je considérerais pas que tonton Triple H il a tué NXT. Toi t'en penses quoi, Giscal, de cet avis de notre bon papy là? Alors, écoute, je comprends un petit peu d'une certaine manière et je pense que c'est intéressant d'avoir en effet ce point de vue-là aussi sur l'analyse du show parce que voilà, il y a beaucoup de fantasmes sur cette émission, sur ce Monday Night Raw qui est annoncé comme le premier Monday Night Raw 100% à la main de Triple H, donc la nouvelle ère. Bon, je sais pas, moi je suis pas dans les coulisses, je suis pas dans la gorilla position, je sais pas à quel point tout a changé ou pas. Indéniablement, cette émission, ce Monday Night Raw ne ressemble pas au Monday Night Raw qu'on a eu les semaines passées, ça c'est clair. J'ai beau ne pas verser dans ce fantasme un peu collectif de ça y est, c'est le Raw, il y a plus Vince McMahon, regardez comment c'est trop stylé et tout. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Par contre, il y a indéniablement des grosses différences, on le voit, hein, le traitement féminin, le traitement général, on va dire le soin, on va dire, apporté un petit peu aux histoires à la mid-card, qui était quelque chose d'assez absent. Le focus sur le catch est quand même pas non plus le même. Donc il y a des différences. Après, est-ce qu'elles sont toutes bonnes, ces différences? Est-ce que tout est excellent? Moi, j'ai vraiment apprécié ce Raw, hein. Je reviendrai pas sur ma note et ma conclusion. Je trouve que c'était un Raw qui était nécessaire et qui était important. Par contre, pour autant, et c'est peut-être là où je rejoindrai Papy, je suis pas sûr que je voudrais des Raw comme ça toutes les semaines. Je pense que c'était important d'avoir un Raw comme ça, qui était vraiment un Raw de changement de braquet, de changement un petit peu de paradigme, et voilà, SummerSlam est passé, table rase, on a soldé beaucoup d'histoires, maintenant on se tourne vers de nouveaux programmes, et donc il fallait prendre le temps de re-raconter certaines histoires, de réorienter les programmes, de redévelopper des personnages. Et je pense que c'est important de prendre de temps en temps un Monday Night Raw pour faire ce travail-là. Par contre, j'ai pas non plus envie toutes les semaines de voir comme caricature un petit peu Papy, mais il a le bon rôle et il a raison. Quand il dit c'était un peu le Jobber's World de 3 heures Monday Night Raw, c'est sûr que j'ai pas non plus envie de voir moi Monday Night Raw, j'ai envie de voir en main event je veux voir je veux voir les champions, je veux voir les ceintures, je veux voir des gros bonhommes, je veux voir Kevin Owens qui était pas là, Théorie avec sa mallette, tu l'as dit. D'une certaine manière, je veux pas non plus voir Seth Rollins tout le temps dans la mid-card, je veux le voir au top. Il y a une façon de construire l'émission où en effet on ne peut pas faire non plus que développer des gars qui étaient jusque-là pas utilisés, parce qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre le star power et la veine un petit peu plus smart du catch. Là, on était sur un show qui était vraiment fait, je pense, pour flatter peut-être les gens un petit peu comme nous, je sais pas. Mais ça, est-ce que ça va fonctionner dans la durée? Je suis pas convaincu et je rejoindrai à ce moment-là peut-être le petit carton jaune de Papy. Il faudra voir aussi comment ça va se dérouler sur les prochaines semaines et pas prendre cette émission de Monday Night Raw comme argent comptant pour la nouvelle recette du succès. Je pense que ce serait aussi une erreur. Ouais, mais je comprends bien. De toute façon, je comprends parfaitement les arguments de Papy et je trouve que ça se tient. Peut-être que, ouais. Là où je suis d'accord avec vous deux, finalement, c'est par contre, moi, il faudrait pas qu'ils s'amusent à nous priver totalement du titre suprême à tous les weekly pendant des semaines et des semaines, parce que on reviendrait à ce qui s'était passé un peu avec au temps de Brock Lesnar, quoi, dans sa grosse période part-timer où quand il était champion, il venait une fois tous les mois ou toutes les 6 semaines. Des fois, il zappait même des pay-per-view complets. Donc ouais, j'aimerais pas que ça se termine comme ça, quoi. Et puis
effectivement, je suis comme papy là-dessus, il y a pas de problème. Je fais partie aussi des gens qui vont voir la WWE parce que je veux voir ces bigger than life aussi, quoi. Et je suis pas fan que d'un catch technique, etc. J'aime le mélange, quoi. Et bon, effectivement, sur un lundi exceptionnellement, bah là, on n'a pas eu beaucoup de bigger than life, mais c'est pas grave. Ça, pour moi, ça tenait la route quand même, et c'est tant mieux. Peuple de catch-up, nous arrivons à la fin de cette review, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. J'ai fait exprès de rester totalement dans le silence, mais ça y est, maintenant, si vous êtes arrivé au bout de cette review, il est temps que nous vous donnions les résultats des pronos catch-up de SummerSlam 2022. Et là, je peux vous annoncer qu'il s'est passé des choses, que ça va chier les bulles, parce que je vais vous annoncer déjà, pour commencer, le nouveau roll-up champion de catch-up, puisque Sam, notre ami Sam, a été donc détrôné dans cette session de SummerSlam et que nous avons un nouveau champion roll-up. Et en l'occurrence, c'est tout simplement Norbert de la Rivière. Alors, Norbert de la Rivière, mon cher ami, je ne sais point si tu es sur le Discord ou si tu es sur le Twitter. Donc, si tu nous entends, écoute, fais-nous signe déjà dans les commentaires de YouTube, parce qu'il faut laisser des commentaires. Et écoute, félicitations, nous allons, dès que nous aurons terminé l'enregistrement de ce Monday Night Raw, te signaler tout ça sur le Discord. Donc, bravo à toi. Il faut signaler que tu as fait un perfect, et non seulement tu as fait un perfect, mais tu as fait, Giscal, c'est toi qui me diras, mais oui. Même le tiebreaker, il fait un perfect sur les 3 tiebreakers. C'est assez exceptionnel, grosse performance de Norbert de la Rivière qui fait donc un perfect. Donc c'était quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs sur 8, résultat parfait, plus les 2 tiebreakers qui sont bons, à savoir que Theory n'a pas caché officiellement son Money in the Bank et que Seth Rollins n'a pas eu de match à SummerSlam. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il double. On lui fait un big up aussi, parce que c'est un habitué aussi des commentaires sur Discord et avec lequel on a souvent des bonnes discussions. Gino la main froide, qui lui aussi avait fait un perfect sur cette émission. Perfect, sauf que malheureusement dans les questions du tie-break, il avait dit que Seth Rollins aurait un match à SummerSlam. Moi aussi j'y croyais. D'ailleurs, je te comprends, Gino. On était déçus. Mais c'est ça qui te coûte la ceinture du roll-up champion sur cette émission, puisque Norbert, il a fait un sans faute jusqu'au bout, jusque dans les petites questions, jusque dans les petites lignes en bas du formulaire. Donc bravo Norbert. Plastique. Bravo Norbert. Alors là, ouais, vraiment un perfect comme ça, c'est vraiment là, c'est la magie à opérer, quoi, parce que là, avec les tiebreakers et tout, c'est la totale, quoi. Donc là, c'est vraiment un undisputed roll-up champion qu'on a. Donc félicitations à Norbert de la Rivière, qui en profite pour se recaler un peu d'ailleurs dans le classement général, puisque il passe à la 13e place. Donc il a fait un joli bond, Je crois qu'il est à plus 16 de rating, quelque chose comme ça. Donc il a gagné beaucoup de place. Alors malheureusement, il a pris le concours en cours de route. Sinon, sans doute qu'il serait encore plus haut, mais tout à fait, il a fait une sacrée performance. Il avait, je crois, Norbert, tu n'avais pas participé au premier pay-per-view de la saison, donc écoute, on ne sait jamais, parce qu'avec des performances comme ça, si ça se trouve, il serait capable de remonter encore plus haut, c'est sûr. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, concernant le classement général, concernant le People Championship de catch-up, écoutez, peuple de catch-up, nous restons dans une forme de statu quo, puisque depuis le début, depuis WrestleMania Backlash qu'on a lancé le prono catch-up, écoutez, on n'a toujours pas pu déterminer un undisputed People Champion. Non. Et la semaine, sur l'épisode précédent, on avait 4 égalités. Alors là, il y a eu ça s'est décanté, et il y a eu quelques crashs au passage, mais on a toujours pas de People Champion undisputed, puisqu'on a une égalité avec tout simplement l'inénarrable Giscal, qui est en train de m'accompagner dans ce Monday Night Raw, qui continue d'ailleurs malgré tout, qui continue sa course en tête, et qui garde sa première place, mais il est à égalité avec notre bon Gino, la main froide, qui, comme tu l'as signalé, avait déjà fait une grosse performance pour le Roll-Up Championship, mais qui n'a pas suffi parce qu'il y avait un Norbert éclatant. Mais Gino vient s'installer à la première place avec toi, mon Giscal. Exactement. Ouais, je n'arrive pas à me détacher. La compétition est féroce. Derrière, en plus. Il y a du monde derrière qui pousse en plus, parce qu'en effet, donc nous sommes à égalité avec 43 points tous les deux en tête, Gino et moi.
Et on est toujours suivi de Seb et Sully Perfect 10 qui ont 41 points, qui sont donc troisième ex aequo. Et derrière, on a Chetty avec 40 points qui est cinquième. Et qui est-ce qu'on a en sixième position? Le tonton Ketchup avec 39 points. Je suis encore là. Ouais, 39 points. Écoute, 4 points de la tête seulement, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Et puis voilà. Et si on complète le top 10, nous avons Jules, Franck, Johanna Bébélu, Raphaël Hier avec 37 points qui sont tous ex aequo. Et enfin, 11e ex aequo, Jericho et Yerem, notre ami Yerem, le patron que nous saluons, avec 35 points. Donc, mais grosse session, très très disputée. On a eu beaucoup de très très beaux scores sur ce SummerSlam qui a été globalement très bien pronostiqué. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. Et puis maintenant, prochain rendez-vous. Le Roll-Up Champion de Norbert sera donc remis en jeu automatiquement pour Clash at the Castle à Cardiff. Et puis ce sera l'occasion de savoir si on arrive enfin à déterminer un leader au général. Je continue de me battre pour essayer de détacher toute cette concurrence, mais qui s'accroche. Donc je vais continuer à essayer. Non, mais tu fais bien, parce que c'est fort en plus sur ce classement général là, depuis le début, ça reste à l'égalité, personne n'arrive à se détacher complètement. Sur les 10 premières places, c'est vraiment resserré au niveau des points, quoi. Donc il y a de la bagarre dans ce classement général, et ça c'est cool, quoi. Et puis avec en plus là, pour le coup, la grosse perf de Norbert de la Rivière, quoi. Donc là, on a eu une très belle session de pronos SummerSlam, les amis. Donc continuez comme ça. Et voilà, écoutez, on arrive au bout de cette review de Monday Night Raw fleuve, mon ami Giscal. Là, on était chaud bouillant. Je pense qu'on a craqué les compteurs. Voilà, on a craqué. On espère que vous nous écouterez en plusieurs épisodes. C'est pas bien grave, quoi. En attendant, on vous rappelle que vous pouvez justement nous retrouver sur le Discord, sur la vidéo YouTube. N'oubliez pas de nous laisser les commentaires, les amis. La vidéo de SummerSlam est déjà en ligne. Elle fait que 2h37. Donc, franchement, ce Monday Night Raw, à mon avis, il va passer tranquille, quoi. Et puis, pour les pronos, parce qu'on en a parlé, mais j'ai oublié de le signaler, ça se passe sur www.kicktip.fr/catchup. Et enfin, pour vous abonner, pour ne manquer aucun épisode du podcast qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque, rejoignez-nous sur PodCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Podcast Addict, Clapping TV, Spotify Podcast, Deezer, les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, tout ça sur @catchup CDC, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner of the day, l'inénarrable Giscal. Merci à toi, mon Giscal. Merci mon tonton, c'était un très très grand plaisir de te retrouver en mano à mano pour ce Raw 2.0 made in Triple H, et donc j'espère à très très bientôt. The next era is coming. Allez, peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. On enchaîne en vous collant un bridging O'Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3, victoire en filou de la team catch-up. Salut mon Gigi. Allez, salut tout le monde, ciao peuple de catch-up. Et salut peuple de catch-up. C'est la magie. C'est la magie de la technologie. Bon, on va voir si on s'en sort sans le patron. Vignette Made in Giscal, montage Made in Giscal, on va voir ce que ça va donner.